Vous êtes bien sur Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, direction la gymnastique et plus précisément la gymnastique artistique pour vous raconter l'histoire de Nadia Comaneci. Nadia Comaneci est une gymnaste roumaine mondialement célèbre, considérée comme l'une des plus grandes figures de l'histoire de la gymnastique artistique. Nadia naît le 12 novembre 1961 à Giorgeni en Roumanie. Elle grandit à Onesti, une ville ouvrière où ses parents, Georg et Stefania Comaneci, vivent une vie modeste. Elle a également un frère cadet, Adrien. Et dès son plus jeune âge, Nadia est une enfant très active et agile. Elle grimpe, court, saute partout au point que sa mère dit un jour qu'elle est impossible à tenir en place. Elle est naturellement curieuse et intrépide. Elle adore jouer au football et elle s'entraîne tous les jours pour que les garçons l'acceptent dans leur équipe. Quand elle ne joue pas au foot, elle grimpe aux arbres et fait des roues. Elle aime la vie simple. Elle va de temps en temps pêcher avec sa grand-mère. Elle est en maternelle quand elle intègre sa première équipe de gymnastique, la Flamme. Sa mère n'en pouvait plus de la voir sauter partout, passer ses jours et ses nuits dans le village. Bref, elle souhaite lui trouver un moyen d'évacuer son surplus d'énergie. Nadia découvre ainsi la gymnastique et elle se sent très rapidement dans son élément. Mais c'est seulement à l'âge de 6 ans qu'un événement décisif change sa vie. Alors qu'elle joue dans la cour de son école avec une amie, Bella Karoli, un entraîneur de gymnastique hongrois installé en Roumanie, la remarque. Bella et son épouse Marta cherchent à recruter de jeunes talents pour leur club de gymnastique à Onesti. Ils sont impressionnés par la souplesse naturelle et l'énergie de Nadia et lui proposent, ou plutôt proposent à ses parents, de l'inscrire à leur cours. Elle rejoint ainsi le club de gymnastique où elle commence un entraînement intensif. L'emploi du temps est réparti sur 6 jours, 4 heures en salle de classe et 4 heures au gymnase. Elle s'entraîne également les week-ends et pendant les vacances scolaires. Nadia attend toujours avec impatience le moment d'aller au gymnase. Elle n'a peur de rien et jamais elle ne dit qu'elle ne peut pas faire tel ou tel exercice. Intérieurement, elle brûle d'envie d'apprendre de nouveaux éléments et de faire ses preuves. Elle en devient dévorée par ce sport. Elle fait toujours plus que ce qu'on lui demande. Si Bella lui demande de faire 25 pompes, elle en fait 50. Elle répète un nombre de fois incalculable les mouvements pour les assimiler et les maîtriser parfaitement. Même si Nadia est une acharnée du travail, elle ne rêve pas de devenir une championne. Elle rêve juste d'apprendre de nouveaux éléments. Elle rêve de vrille, de double salto et rien ne pouvait l'attacher au sol car elle était née pour voler. Elle rêve aussi de figures un peu impossibles. Sa première grande compétition de gymnastique est le championnat national de 1970. Nadia a 9 ans. Elle tombe à plusieurs reprises sur la poutre. Physiquement, elle est au top, mais mentalement, elle ne s'est pas préparée. C'est là qu'elle comprend que le corps et l'esprit sont deux choses différentes qu'il faut préparer différemment. Elle finit ainsi 13e de cette compétition. Elle est très déçue, furieuse et humiliée, mais elle est déterminée à ce que ce genre d'erreur ne vienne plus la tourmenter. Son premier succès a suivi de peu l'échec à la Friendship Cup de 1972 en Tchécoslovaquie. Ce tournoi est une compétition organisée entre les pays socialistes, souvent vue comme une sorte de mini-jeu olympique du bloc de l'Est. C'est une occasion pour les jeunes gymnastes des pays communistes de se confronter au niveau international avant d'accéder aux grandes compétitions mondiales comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Toutes les autres concurrentes des autres pays sont à la fin de leur adolescence et au début de la vingtaine. Nadia, quant à elle, a seulement 10 ans. Cette différence d'âge et peut-être de niveau ne l'effraie pas.
Elle reste concentrée et elle pense à toutes les répétitions, les entraînements et le travail acharné qui a été fourni. Elle est occupée par sa routine habituelle de compétition. S'étirer, visualiser chaque agrès, concourir et aider ses coéquipières dans la préparation de certains agrès, qu'elle n'a pas le temps de se préoccuper des autres concurrentes. Elle finit cette compétition avec l'or autour du cou au concours général et en argent par équipe. Pour rappel, le concours général comprend 4 agrès chez les femmes, le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. La note finale du concours général est la somme des notes obtenues sur les 4 agrès. La gymnaste avec le total le plus élevé remporte le titre de championne du concours général. Chez les hommes, le concours général inclut 6 agrès, le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut, les barres parallèles et les barres fixes. Nadia ressent de la fierté en voyant le drapeau de son pays en haut du podium. Mais malgré son jeune âge, elle repasse ses prestations en boucle, en essayant de trouver toutes les petites failles pour toujours chercher à faire mieux. La célébrité, pour elle, elle s'en moque. Elle vise seulement l'amélioration de son corps et de son esprit pour devenir plus forte physiquement et mentalement et dompter son corps et son esprit de manière inarrêtable. À cette époque, la Roumanie est sous un régime communiste autoritaire dirigé par Nicolae Ceausescu. Le sport, et en particulier la gymnastique, est un outil de prestige national. Chaque grande compétition est soigneusement préparée et les sélections sont souvent politiques autant que sportives. Pourquoi je vous explique ça ? Eh bien, les championnats d'Europe qui se déroulent en Norvège en 1975 sont un exemple de l'autoritarisme de la Roumanie. Je vous explique. La Fédération roumaine de gymnastique n'a prévu d'envoyer aucune gymnaste d'Onesti, donc du club dont fait partie Nadia, à ces championnats d'Europe. Il y a un autre club de gymnastique en Roumanie, le club Dinamo, qui a énormément d'argent et par conséquent un excellent programme et des gymnastes très talentueuses. La fédération choisit généralement des gymnastes du club du Dinamo pour leurs bons résultats par le passé, dès qu'il s'agit des compétitions importantes, même après que les filles du club de Nadia commencent petit à petit à rayonner à l'international. Lorsque l'annonce a été faite, 3 gymnastes du club du Dinamo vont se rendre en Norvège pour les championnats d'Europe. Bella, l'entraîneur de Nadia, refuse d'accepter cette décision de la fédération. Le championnat est bien trop important. À seulement 1 an des Jeux Olympiques, c'est l'occasion d'attirer l'attention internationale, un élément vital si une gymnaste veut recevoir des notes dans la pleine mesure de ses capacités. Seuls les gymnastes qui se font un nom captent suffisamment d'attention pour faire comprendre aux juges qu'elles valent la peine d'être regardées et de recevoir des notes élevées, voire des médailles. Les athlètes médaillés n'apparaissent pas simplement du jour au lendemain. On écrit, on lit à leurs propos et on les regarde. Ça ne veut pas dire que les athlètes qui retiennent le plus l'attention ne sont pas les meilleurs dans leur sport, mais un athlète incroyable n'obtient pas de médaille à moins qu'il ne soit remarqué par le monde entier. N'acceptant pas la décision de la fédération, Bella s'adresse à des fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui financent son club, son école de gymnastique, et ensemble, ils réussissent à trouver un compromis. Ils créent le poste de remplaçante et une des gymnastes de leur équipe peut partir en Norvège. Il faut donc ainsi choisir qui de leur école partira en Norvège. Malgré les résultats exceptionnels de Nadia aux compétitions nationales et à des tournois internationaux, plus modestes, Nadia n'est pas choisie d'office. Elle est jeune, elle vient d'un club provincial sans poids politique et elle n'est pas encore une star médiatique. Bella annonce cette nouvelle à son équipe et c'est une rencontre interclub qui sera décisive dans son choix. Et c'est bien évidemment Nadia qui est sélectionnée pour aller à ces championnats. Elle bat très nettement les 3 autres gymnastes initialement pressentis. Devant l'évidence de son talent et de ses performances, les autorités n'ont plus le choix. Elles l'intègrent finalement à l'équipe qui part en Norvège. Finalement, le club Dinamo décide de n'utiliser que 2 de leurs 3 gymnastes lors de la compétition
et Bella réussit à obtenir la 3e place vacante pour Nadia. Elle remporte ainsi 4 médailles d'or, dont le titre de championne d'Europe au concours général. Elle bat alors la championne du monde et championne olympique en titre. Quelques années plus tard, elle deviendra la première gymnaste au monde à accomplir l'exploit de gagner 3 championnats d'Europe de suite en 1975, en 1977 et en 1979, et ainsi recevoir la Challenge Cup. Ironiquement, les mêmes instances qui ont hésité à sélectionner Nadia l'utilisent maintenant, grâce à son succès, pour valoriser le système sportif roumain. En tout cas, cette victoire à ces championnats lui ouvre les portes des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Nadia n'a jamais regardé les Jeux Olympiques à la télé, ni quelconque autre compétition télévisée de gymnastique d'ailleurs. Jusqu'en 1976, elle pensait que les championnats d'Europe représentaient la compétition de gymnastique la plus importante du monde. Alors quand elle arrive à Montréal, elle est ébahie. Elle découvre le village olympique et tout ce qu'elle peut y faire gratuitement. Son premier objectif au jeu est de faire un bon entraînement sur podium. En gros, c'est l'entraînement qui se déroule devant les juges avant la compétition, pour qu'elle ne fasse aucune des erreurs qu'elle fait à l'entraînement pendant la vraie compétition. L'entraînement sur podium est l'opportunité pour toutes les gymnastes d'effectuer leurs mouvements sur les agrès qui seront utilisés lors des Jeux Olympiques et dans la salle où la compétition se déroulera. Chaque équipe a le droit à 20 minutes par agrès et la plupart des gymnastes réalisent des enchaînements de difficultés inférieures pour éviter des blessures de dernière minute causées par le stress. Les tribunes sont remplies de médias, de fans et de juges. Au moment où Nadia exécute sa sortie de poutre, lors de son entraînement, tout le monde est en ébullition. Le lendemain, lors de la compétition, l'équipe de Roumanie, jusqu'alors inconnue, doit se cacher des journalistes. Nadia s'élance sur le premier agrès, les barres asymétriques. Comme à son habitude, elle exécute chaque élément avec l'extension et les mouvements qu'on attend d'elle, ainsi que sa sortie. Elle fait le même mouvement imposé que toutes les autres, mais avec une touche Nadia. Comme elle est la dernière à passer aux barres, elle va ensuite s'échauffer pour la poutre. Pendant qu'elle s'échauffe pour la poutre, sa note de barre apparaît sur le tableau d'affichage. Il est affiché 1,00. Elle continue son échauffement en ignorant ce qui est en train de se passer. Le public est silencieux et désorienté. Personne ne sait que ce 1,00 veut dire. Son entraîneur, Bella, essaie de faire des gestes au juge pour comprendre ce que cette note signifie. Une juge suédoise montre ses 10 doigts de la main. Le 1,00 s'est affiché car le tableau des notes n'a pas la capacité d'annoncer un 10. Les organisateurs n'en avaient jamais eu besoin auparavant. Nadia sourit et salue le public. Durant le reste des jeux, Nadia obtient 6 autres notes parfaites de 10, pour un total de 7 aux Jeux de Montréal. C'est lors de ces jeux que le salto Comaneci et la sortie Comaneci ont officiellement été inscrits à son nom dans le code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique. En gymnastique artistique, les éléments ne portent officiellement le nom d'une ou d'un gymnaste que s'ils sont exécutés pour la première fois dans une grande compétition reconnue par la Fédération internationale de gymnastique. Le salto Comaneci est une transition spectaculaire entre les barres et la sortie Comaneci est un double salto arrière groupé depuis la barre haute des barres asymétriques. Nadia a trouvé plus passionnant de créer de nouveaux éléments jamais vus auparavant que de recevoir le premier 10. Elle a remporté ainsi la médaille d'or au concours général, aux barres et à la poutre, et le bronze au sol, et elle est rentrée dans l'histoire. Elle cherchait à gagner une médaille, elle a atteint son objectif, elle est venue, elle a fait sa compétition, elle a rendu son pays fier. Cette prouesse olympique n'a rien changé à la vie de Nadia. Elle est retournée au club, en classe et aux entraînements. Elle a reçu une récompense financière du gouvernement pour ses médailles, mais rien de très généreux. C'est sa mère qui s'occupe de son argent. Nadia touche également un salaire mensuel du gouvernement pour être une gymnaste de haut niveau.
Si vous vous demandiez quelle est une journée type de Nadia à cette époque, eh bien la voici. Petit déjeuner à 7h, puis première séance d'entraînement de 8h à 11h. Ensuite, elle va en classe de 11h à 14h. Puis elle se repose et regagne le gymnase pour l'entraînement de l'après-midi jusqu'à 19h30. Pour finir, elle fait ses leçons et éteint les lumières à 22h. Concernant les repas, ils sont réglementés, principalement de la viande et du poisson grillé, avec de la salade et des fruits. Jamais de pâtes ou de pain, car le médecin de l'équipe pense que ce ne sont pas des aliments importants dans un repas équilibré. Il prépare le menu en se basant sur ce que chaque semaine exige au niveau nutritionnel. Les repas ne sont pas faits pour le plaisir des gymnastes, mais pour les substances nutritives qu'ils apportent. Le temps passe et Nadia grandit. Elle devient adolescente et commence à se rebeller et à comprendre davantage le monde qui l'entoure et surtout à comprendre le pays dans lequel elle vit. Elle n'a pas beaucoup d'amis, difficile de faire confiance aux gens dans un pays où tout le monde est surveillé, surtout quand on est considéré comme un trésor national. En 1977, alors qu'elle a 16 ans, elle a l'impression que sa carrière de gymnaste touche à sa fin et qu'elle devrait déménager à Bucarest pour commencer des études. Elle se sent perdue et inquiète pour la suite de sa vie. Dans tous les cas, elle se sent fatiguée des compétitions et de l'attention des médias. Elle décide ainsi d'arrêter de travailler avec Bella, son entraîneur. À Bucarest, elle commence à s'entraîner au complexe sportif. Son nouvel entraîneur est beaucoup plus cool. Elle va au cinéma, au parc, en discothèque. Elle dort beaucoup, regarde la télévision, elle mange tout ce qu'elle veut. Bref, elle goûte à une certaine liberté qu'elle ne connaissait pas auparavant. Mais tout ça lui coûte une vie désorganisée et paresseuse qu'elle n'apprécie guère. Les 6 mois suivants sont compliqués. Elle prend du poids, ses parents divorcent, elle est davantage surveillée. Sa condition physique et psychologique se dégrade et par conséquent sa gymnastique aussi. Et quand les championnats nationaux seniors à Bucarest sont arrivés, elle n'est pas en état pour concourir. Un jour, alors que le gouvernement demande à Bella, donc l'ancien entraîneur de Nadia, d'emmener l'équipe nationale senior au championnat du monde de Strasbourg, mais pas les nouvelles filles, non, l'ancienne équipe nationale, le lendemain de cette annonce, Bella décide d'aller voir Nadia à Bucarest pour essayer de la convaincre de revenir s'entraîner d'une part avec lui, mais aussi de tenter de l'emmener à ces championnats du monde. Elle hésite longuement car ça va être difficile au vu de sa prise de poids, mais Nadia n'abandonne jamais. Elle ne fuit pas devant un défi parce qu'elle a peur, elle court plutôt vers lui car le seul moyen d'échapper à la peur, c'est de la piétiner. Sa seule condition pour revenir s'entraîner avec Bella est de ne plus avoir besoin de dormir dans le dortoir avec les autres gymnastes plus jeunes comme elle a pu le faire auparavant. La fédération et Bella lui accordent ce compromis. Elle loge ainsi avec son petit frère et sa famille et lui donne un équilibre à sa vie qu'elle n'avait pas auparavant. Les entraînements reprennent et c'est une torture pour retrouver son niveau. Footing à l'aube, entraînement à la salle, régime alimentaire très strict. Finalement, elle retrouve ce qu'elle aime. Les défis, montrer que tout est possible. Ainsi, 1978 est l'année du retour. Mais malheureusement, les championnats du monde ne se passent pas comme prévu. Si elle la poutre, elle remporte la médaille d'or, le sol et les barres ne se passent pas bien. Avec quelques kilos en trop, les éléments deviennent presque impossibles à exécuter car le timing et la force sont moins bons qu'à l'habitude. Cette épreuve lui apprend le goût de l'humilité. Elle continue de s'entraîner et elle commence même à entraîner de temps en temps les plus jeunes et elle adore ça. Son travail et sa confiance en elle finissent par payer. 7 mois après l'échec des mondiaux, elle remporte l'or au concours général au championnat d'Europe. Tout le monde l'a pensée finie, mais elle réussit à prouver qu'elle est toujours là, qu'elle n'est pas encore périmée, entre guillemets. En 1980, elle a de nouveau la chance de participer aux Jeux Olympiques. Ils se déroulent cette fois-ci à Moscou, dans un contexte tendu sur le plan international. On a un boycott de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, à cause de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Lors de ces Jeux, malgré une concurrence féroce et une ambiance pesante, elle remporte tout de même 2 médailles d'or, une à la poutre et une au sol, ainsi que 2 médailles d'argent, une au concours par équipe et une au concours général individuel.
Elle a été au cœur de controverses liées au jugement arbitral, en particulier à la poutre où elle a dû refaire son enchaînement à cause d'une interruption et où les juges ont longuement hésité à lui accorder la note maximale. Après les Jeux de Moscou en 1980, elle a peu à peu mis fin à sa carrière de compétition. Elle prend officiellement sa retraite à seulement 23 ans, ce qui est courant dans la gymnastique artistique féminine à cause de l'extrême exigence physique du sport. Elle découvre la vraie vie, car malgré toutes ses victoires, on peut croire qu'elle a réussi sa vie et sa carrière, qu'elle a une vie agréable et riche, mais pas du tout. Elle essaye de survivre à partir de la moitié de chaque mois, tellement elle est fauchée. Une de ses connaissances travaille dans une usine de vêtements et elle a l'habitude de lui en donner. Elle échange des fruits et des légumes tous les jours pour trouver de quoi manger au dîner. Obtenir de la nourriture est très difficile pour tout le monde. Toute la bonne nourriture est exportée, une façon que le pays a pour s'enrichir et rembourser ses dettes. À l'université, elle travaille pour la première fois en tant que chorégraphe pour une équipe de danse folklorique. Elle se fait un peu d'argent et pour la première fois, elle a enfin l'impression d'être une adulte. Une adulte qui comprend également de plus en plus l'environnement politique dans lequel elle vit. Après un voyage aux États-Unis pour un gala, elle y croise son ancien entraîneur, Bella, qui fuit la Roumanie suite à de gros désaccords avec le gouvernement et la fédération de gymnastique roumaine. Quand Nadia rentre au pays, elle apprend qu'elle n'est plus autorisée à voyager sans autorisation stricte. Elle a essayé d'en savoir plus, mais la réponse qu'on lui fournit reste très vague. Une personne très haut placée avait ordonné que personne ne s'embête à mettre son nom sur aucune invitation, car elle n'était plus autorisée à voyager. On a dit à tout le monde qu'elle était très occupée, alors qu'elle ne l'était absolument pas. Plusieurs années passent. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois ressemble au précédent. Elle obtient son diplôme de sport et on lui donne un emploi au sein de la fédération de gymnastique. Elle doit aller dans les différents clubs des grandes villes de Roumanie pour voir ce que font les gymnastes. Ensuite, elle doit faire un compte-rendu à propos des entraînements et des infrastructures. Au fil des années, son salaire augmente. Mais à l'âge de 25 ans, le gouvernement commence à garder une bonne partie de son salaire tous les mois car elle n'a pas d'enfant, chose qu'il faisait pour toutes les femmes sans enfant. Elle commence à lire des récits de personnes ayant réussi à fuir le pays, mais aussi des personnes qui sont malheureusement mortes lors de leur tentative. L'idée fait son chemin dans sa tête et elle se rend compte qu'ici en Roumanie, elle est dans une impasse. Lors d'une fête d'anniversaire d'une amie, elle rencontre un Américain qui vit en Floride et qui aide certaines personnes à fuir le pays, ayant lui-même été roumain et devenu américain. Il s'appelle Constantin. Il a des amis près de la frontière et pour préparer sa fuite, Nadia s'y rend souvent pour que les autorités s'habituent à la voir s'approcher de la frontière sans émettre de soupçons, étant donné qu'elle est très surveillée. C'est donc le 27 novembre 1989 que Nadia s'enfuit clandestinement de la Roumanie. Ses parents ne sont pas au courant, seuls son frère et sa belle-sœur le sont. Après un dîner d'adieu qui ne devait pas paraître tel quel aux yeux des autres pour n'éveiller aucun soupçon, Constantin, Nadia et d'autres personnes partent la nuit pour traverser la frontière via la forêt et se retrouver en Hongrie. Après de multiples péripéties, que ce soit pour dormir, passer au-dessus de barbelés ou bien même se retrouver nez à nez avec la police hongroise, ils arrivent tous, enfin, en Autriche. Constantin l'emmène à l'ambassade américaine pour demander l'asile politique. Elle demande un vol dès que possible pour les États-Unis et comme elle est Nadia Comaneci et donc considérée comme une personne aux capacités particulières, qui est une catégorie pour les scientifiques, les artistes et autres qui peuvent contribuer à la société américaine, ces personnes-là font l'objet d'une procédure accélérée dans le système. Pendant ce temps-là, en Roumanie, ses parents apprennent sa disparition sans aucune explication. Aucune nouvelle n'est donnée officiellement. Ils vivent dans la peur et l'angoisse. Ils ne savent pas si elle est vivante, arrêtée ou morte. Quelques jours plus tard, les médias occidentaux annoncent que Nadia est en sécurité aux États-Unis,
mais les chaînes roumaines n'en parlent pas car l'État tente d'étouffer l'affaire. Ils finissent par apprendre la vérité, d'abord par des rumeurs car beaucoup de Roumains réussissent à écouter la radio étrangère en cachette, et ces rumeurs sont confirmées par des images de Nadia à la télévision américaine. Ces images filtrent jusque dans les cercles dissidents en Roumanie et ses parents apprennent enfin qu'elle est vivante et libre. Revenons du côté de Nadia. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, Constantin lui propose de devenir son agent. Il gère toutes ses communications, ses finances, ses déplacements. Il commence à l'isoler du monde extérieur et contrôle son image médiatique. Nadia est encore fragile, sans repère et ne parlant pas anglais, elle se retrouve dépendante de lui dans un pays inconnu. Très vite, plusieurs journalistes et proches du monde sportif s'inquiètent du comportement de Constantin. Ils refusent qu'elle parle seule à la presse, filtrent ses apparitions et certaines sources évoquent une relation de domination émotionnelle ou même psychologique. Au bout de quelques mois, Nadia réussit à prendre ses distances. Avec l'aide de certains Roumains en exil et de journalistes, elle parvient à se libérer de son emprise. Pour elle, ce fut un moment difficile car elle se sent à la fois trahie et utilisée une nouvelle fois. Ce fut presque plus dur que sa vie sous surveillance en Roumanie car elle croyait avoir atteint la liberté. En 1990, après s'être débarrassée de Constantin, Nadia retrouve Bart Conner, un ancien gymnaste américain et champion olympique en 1984. Ils s'étaient brièvement rencontrés à plusieurs reprises lors de compétitions dans les années 1970. Il l'aide à s'intégrer aux États-Unis, à comprendre l'anglais et à retrouver confiance en elle. Il la soutient sans jamais chercher à la contrôler, l'inverse de ce qu'elle a connu auparavant. Ils deviennent très vite amis, puis petit à petit, ils tombent amoureux. Cette rencontre marque le renouveau de sa vie personnelle et publique. Ils se marient en 1996 en Roumanie dans une cérémonie très médiatisée. Ensemble, ils fondent la Bart Conner Gymnast Academy. C'était donc l'histoire de Nadia Comaneci, entre icône enfant prodige et fugitive courageuse, pour finir par être la femme libre qu'elle est devenue. Aujourd'hui, elle est investie dans certaines causes, notamment l'éducation des enfants, la lutte contre la malnutrition, l'accès au sport pour les filles et pour les droits des personnes handicapées. Elle donne également régulièrement des conférences motivantes sur la persévérance, le dépassement de soi, la liberté et la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à me donner votre avis sur mon travail et à partager ce podcast ou cet épisode s'il vous a plu. Je vais faire une petite pause cet été. Il y aura juste un épisode spécial Tour de France Femmes que je suis en train de préparer et qui sortira fin juillet. Et ensuite, je reprendrai un rythme régulier dès septembre.